Bonjour à tous, bienvenue à cette assemblée générale de notre association Unis pour Tiphaine qui, Covid oblige, se passe cette année de façon virtuelle. Ne pas vous voir est bien évidemment très frustrant, mais n'hésitez pas à dialoguer avec nous via le biais du chat QR que vous voyez sur votre application Zoom. Nous remercions vivement pour leur participation Maître Veil et Monsieur Abgral, Jean-François Abgral, que vous voyez à l'écran, qui vous exposeront leurs actions. Votre présence à nos côtés est importante dans ce combat difficile que nous livrons pour retrouver Tiphaine et merci d'être là. Bon, j'espère que vous êtes tous prêts, bien installés. Nous allons commencer. Alors, je vous expose l'ordre du jour. Voilà en quoi va consister cette assemblée générale. Nous allons faire un rappel des objectifs de l'association, un rappel de l'organigramme de l'association, les actions qui ont été organisées jusqu'à présent, l'évolution des axes stratégiques. Nous vous exposerons également pourquoi l'enquête criminelle n'a jamais été ouverte, casser également les idées préconçues sur la disparition de Tiphaine, un dossier d'enquête incomplet qui explique également le manque d'enquête, nos projets pour cette année, les projets de Maître Antoine Veil, les projets de Jean-François Abgral. Nous vous exposerons également les finances et notre budget. Ça, c'était dans une première partie. Dans une deuxième partie, nous aurons l'intervention de nos deux invités et vous pourrez avec eux poser vos questions et vos réponses via le chat qui se trouve en bas de votre écran. Intervention dans un premier temps de Maître Antoine Veil, ses questions, réponses. L'intervention de Jean-François Abgral, vos questions, ses réponses. Nous pourrons aussi répondre, nous, à vos questions, si vous en avez à nous adresser. Et puis, nous ferons un inventaire de toutes ces questions et réponses dans cette dernière partie. J'espère que tout ça vous convient. Nous allons vous présenter donc un rappel des objectifs de l'association. Alors, un rappel des objectifs de cette association. Cette association a pour but de fédérer, de vous rassembler tous, familles, amis, et toute personne se sentant proche ou touchée par la disparition de Tiphaine. Donner plus de force et de résonance à nos actions, c'est le but de cette association. Cette association, elle a aussi l'objectif d'informer, vous tenir au courant de nos actions et de nos initiatives en France et au Japon, au niveau médiatique, juridique et investigatif. Elle sert également à organiser. C'est une association, utiliser l'association comme plateforme de lancement des actions pour retrouver Tiphaine et financer les futures interventions, investigations et honoraires juridiques. Cette association se dote d'un magnifique site internet créé par Christophe Mourguelon et Cécile Roy. Nous allons passer à la deuxième. Alors, un rappel de l'organigramme de l'association. C'est Damien qui est président de l'association. Il suit les actions en cours juridiques, il suit l'enquête. Il est également l'attaché de presse et le gestionnaire des médias. C'est lui qui est en quête des recherches de financement et il s'occupe de la gestion et l'organisation des événements pouvant permettre de parler de TFM. Nous avons ensuite Sybille, la secrétaire générale, qui suit les actions en cours juridiques, qui suit l'enquête, qui gère tout ce qui est réseaux sociaux et mails aux adhérents, qui gère et qui organise les événements pouvant permettre de parler de TFM. Et nous avons Stanislas, trésorier, qui est en charge de tout ce qui est comptabilité, charges et ressources. Et Anne, qui est ici présente, qui supervise les actions en cours. Troisième slide. Alors, un exposé de toutes les principales actions qui ont été organisées jusqu'à présent.
2018. Donc, Tiffany disparaît le 29 juillet 2018. En 2018, première intervention à Nico. Damien, Sibylle et Stanislas partent pour Nico immédiatement et vont commencer de recherches intensives sur le terrain, à avoir leur première réunion avec la police et l'ambassade de France. Puis nous avons, en octobre 2018, un nouveau déplacement de Damien au Japon. Là, dans ce déplacement-là, ce sont surtout les recherches intensives sur le terrain. Forêt, rivière, voisinage. Damien va déployer des forces considérables pour rechercher sa sœur sur les bords des deux rivières et sur les lieux dans les lieux de culte, dans le sanctuaire de Nico. En novembre 2018, nous organisons une marche pour Tiphaine à Poitiers, en présence du maire de Poitiers, Alain Claes, et du député Sacha Ouy. En décembre 2018, c'est un nouveau déplacement de Damien et de Sibylle au Japon. Ce déplacement-là va permettre de mobiliser le comité de soutien à Tokyo, de se réunir avec la police et l'ambassadeur Laurent Pic, et de faire également des recherches sur le terrain. Mai 2019, c'est un déplacement avec toute une équipe technique de recherche. Encouragés par la justice française, nous recrutons une équipe de spécialistes qui s'appelle les Mountain Medics Events, qui vont fouiller les zones clés des rivières Dahlia et nous. Donc là, c'est des recherches considérables qui vont être faites par cette équipe. En juillet 2019, nouveau séjour d'Anne et Damien au Japon. Organisation d'une expédition avec des chiens de quête et de cadavres de la compagnie Rescue Dogs, qui avait été très compétitif lors du dernier tremblement de terre et du tsunami de Fukushima. Et ces recherches cinéphiles vont surtout s'effectuer près des lieux touristiques de Nikko, plus près du sanctuaire, et plus proche aussi de l'hôtel de Tiphaine. En novembre 2019, nous créons l'association Unie pour Tiphaine, avec, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, objectif de fédérer la famille, les amis et proches de Tiphaine. 2020, bien sûr, a été pénalisé par la crise sanitaire et nous avons annulé toutes les actions, déplacements au Japon et beaucoup d'autres actions prévues. Alors, ça, c'était une façon synthétique de vous présenter toutes les actions qu'on avait organisées jusqu'à présent. Et là, je vais donner la parole à Damien. À toi, mon Damien. Bonjour à tous. Merci d'être encore là pour nous soutenir. Alors je vais parler des évolutions des axes stratégiques, puisque effectivement, en fonction des acteurs qu'on va rencontrer, nous allons évoluer. Dans un premier temps, lorsque Tiphaine a disparu au mois d'août, sous l'impulsion de l'ambassade, notre avocat au Japon, Ayano Kazuka, on nous a incité à mettre la pression pour que la police japonaise fasse des choses. Donc on va se battre au mois d'août pour ça, il y a des battues, ça va être laborieux. Donc finalement, pourquoi en octobre on change de stratégie? Lorsque Sibylle interpelle finalement Emmanuel Macron et Shinzo Abe, là on se dit enfin, les choses vont pouvoir avancer et les Japonais ouvrir une enquête. Et bien justement, finalement, cet événement aura montré l'inverse, aura montré que malgré ça, malgré le fait que les chefs d'État soient mobilisés, il n'y aura pas d'enquête. Donc à partir d'octobre jusqu'à juin, on va faire en sorte de garder le lien avec la police de Nikko, puisque les policiers de Nikko, malgré le canal d'Interpol, refusent de parler aux policiers français. Malgré nous, on assure ce lien, grâce à l'ambassadeur de France au Japon, ce lien avec la police de Poitiers. Puis, lorsque les policiers français font seulement un rapide aller-retour, en juin 2019, alors là, ça a été vraiment le gros coup de massue, on réalise qu'en fait, ils ne font pas l'enquête au Japon. Donc, on a décidé de changer de stratégie une troisième fois. Et c'est donc là où on a décidé
d'écrire à Maître Antoine Wey pour, bien voilà, puisqu'on était au fond du trou, pour savoir si lui a des solutions. Donc la solution, c'est formidable parce que la solution, c'est Jean-François Braque qui est avec nous, Antoine Wey, en proposant peut-être, toujours dans le biais de la justice française, eh bien d'impulser une enquête, d'appuyer l'enquête. Prochaine slide. Alors, ça aussi, on a mis du temps à réaliser, puisque pendant longtemps, on a dit, les Japonais, mais pourquoi ne font-ils pas? Alors, on a compris qu'ils ne faisaient pas forcément de recherche, parce qu'il y a différents phénomènes qui sont liés au Japon, donc les recherches sur le terrain, mais l'enquête criminelle, on a découvert qu'ils ne la faisaient pas. Vous avez le phénomène des évaporés au Japon, c'est un chiffre important, parce que on parle de chiffre connu qui est de 100 000. Certains détectives parlent pratiquement de 150 à 200 000, donc c'est colossal. Il y a autre chose aussi, c'est que au Japon, vous avez très peu, malheureusement, d'enquêtes criminelles qui sont ouvertes, malgré parfois des cas qui pourraient paraître évidents en France. Hein, et ben, au Japon, c'est pas le cas. Donc peu d'enquêtes ouvertes, donc d'enquêtes criminelles. Donc par conséquent, vous avez aussi, c'est logique, un taux de criminalité qui est assez bas, par conséquent. Et puis on a découvert aussi que le système était assez rigide et il n'est pas très nuancé. Vous n'avez pas de demi-mesure. Vous êtes presque, soit vous êtes coupable ou innocent. Il n'y a pas de demi-mesure, donc c'est la culture de l'aveu. Vous imaginez que déjà des gardes à vue de quelques heures d'une journée ou deux, c'est compliqué. Au Japon, elles ne se terminent pas en fonction de la volonté des officiers. Et puis enfin, la dernière chose qu'on a découvert, c'est que vous avez 47 préfectures au Japon, parce que souvent on nous dit mais on ne comprend pas, le Japon est le pays de la technologie. Eh bien, il y a une disparité d'une préfecture à l'autre. Tiffany aurait disparu à Tokyo, les choses auraient probablement été différentes. À Tochigi, malheureusement, la préfecture de Nikko, en discutant avec de nombreux journalistes japonais, en fait, Tochigi est l'une des préfectures les plus faibles, voilà, que ce soit en moyens technologiques ou même en moyens humains, pardon. Prochaine slide, s'il te plaît. Alors, pendant pratiquement 2 ans et demi, forcément, on a été assez actifs, très actifs. Alors, notre mission principale a été de pouvoir effectuer les recherches sur le terrain, parce que forcément, on n'a pas les moyens de faire l'enquête. D'ailleurs, on a toujours fait en sorte de ne pas la gêner. Et on a donc discuté avec des gens, rencontré des acteurs. Et la première chose que la police de Nikko nous affirmait, c'est que c'était une chute dans la rivière. Donc, dans un premier temps, si vous voulez, quand vous n'avez pas les moyens factuels de démontrer, on s'est dit, bah, écoutez, pourquoi pas. Donc, ce qu'il a fallu, c'est faire en sorte de fouiller la rivière, parce que si c'est le cas, le temps est compté. Donc, on a fait des recherches avec des spécialistes, ma mère l'a évoqué plus tôt, mais aussi on a pu obtenir des données concrètes. Par exemple, le niveau d'eau de la rivière, 20 mètres cubes par seconde, je pense que ça ne vous parle pas beaucoup, forcément. Pour avoir une idée, la Seine, sur un niveau moyen, c'est entre 500 et 600 mètres cubes. Donc en crue, ça dépasse pratiquement les 1600. Donc le jour où Tiffany a disparu, 20 mètres cubes seconde, finalement, le niveau de l'eau était normal. Donc il n'y avait pas de crue, une petite rivière de montagne. La rivière à Nikko est une rivière qui est extrêmement... vous avez énormément d'acteurs, baigneurs, promeneurs, pêcheurs. C'est une rivière qui vit. Et puis surtout, cette rivière, vous le voyez sur la photo, passe. Si Tiffany était tombée, ça veut dire qu'elle serait passée par l'endroit, mais c'est vraiment l'endroit le plus touristique de Nikko. Donc on peut imaginer que si elle tombe en fin de matinée, c'est l'endroit où vous avez le plus de monde. Vous avez au moins 100 personnes, 150 qui filment l'eau à ce moment-là. Puis en plus, vous avez une caméra, elle aurait été vue. Et puis surtout, il y a autre chose qui est intéressant, c'est que pour s'approcher de la rivière, il faut sortir des sentiers. Et ça, Tiffany a toujours dit, déjà, elle était sérieuse. Et puis en plus, c'est ce qu'elle nous disait avant d'aller au Japon. Elle a dit j'aime beaucoup le Japon parce que c'est important, il y a des règles et il faut les respecter. Et au Japon, vous ne transgressez pas ces règles, notamment sortir des sentiers. Ça veut dire qu'il aurait fallu qu'elle sorte des sentiers, ça me paraît bizarre. Et puis en plus, forcément, pour la police japonaise, en discutant avec des journalistes français qui travaillent sur le Japon, la piste de la rivière, c'est évidemment
piste de confort. On ne trouve rien, c'est normal. Ensuite, les autres idées, c'est que les autres choses qu'on nous a dit tout le temps, c'est écoutez, il y a eu un typhon énorme, c'est normal. Le cours d'eau était devenu incontrôlable. Alors déjà, il y a le typhon. Déjà, c'est pas un typhon. Il a été très vite rétrogradé en tempête tropicale. Et ensuite, nous avons les chiffres à l'appui, c'est qu'il a plu beaucoup, effectivement, mais le samedi soir et un petit peu dans la nuit. Donc, pareil, le lendemain, l'eau était redevenue normale. Ensuite, le fait de penser qu'il y a eu des battues, il y en a eu une qui a été organisée juste autour de l'hôtel, pas dans la rivière. Il aura fallu un temps fou pour l'organiser. Autre chose qui est très intéressant, c'est que, avec qui on a pu discuter, c'est que si vous voulez, souvent on peut nous dire les gens ont le droit de disparaître, c'est normal, c'est un adulte, on ne déclenche pas forcément de recherche. C'est aussi, et on a pu le voir avec d'autres familles qui connaissent des disparus, c'est évidemment tout avant une histoire de contexte. Et dans le contexte de Tiphaine, tout était à l'hôtel, je veux dire, les deux polices se sont alarmées tout de suite. Ça dépend, c'est une histoire de contexte. Si on le voit parfois où il n'y a pas de recherche, parce que le contexte ne s'y prête pas. Autre point qui est très intéressant, c'est qu'on nous en parle souvent, on nous dit mais peut-être avez-vous pensé au suicide, à la disparition volontaire. Évidemment, on a été obligé de penser à tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les polices françaises et japonaises en fait qui ont écarté toute cette piste. En disant non, mais on sait bien, on ne va pas se perdre dans ce genre de piste. Évidemment, on a bien compris que, étant donné que c'était la première étape de son voyage, on a bien compris qu'elle voulait profiter de son voyage. Ensuite, ce qu'on a essayé de faire pendant les 2 ans et demi, c'est un travail assez dur, c'est qu'on a fait en sorte de s'exprimer uniquement sur des éléments factuels qu'on avait. On a fait en sorte de ne pas, si vous voulez, brasser de l'air. Donc à chaque fois, par exemple, les chiffres de la rivière, je vous l'ai dit, chiffres à l'appui. Autre chose aussi, c'est que ça a été un petit peu difficile. On nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas trop présent dans l'enquête? C'est qu'en fait, on n'a pas eu le choix. Parce que les Japonais ne répondant pas à la France, on était obligé de participer à ces réunions. Ça a été effectivement délicat. Puis enfin, autre chose qu'on nous dit régulièrement, jusqu'où vous allez aller? Est-ce qu'il est peut-être important maintenant que vous passiez à autre chose dans vos vies? On en a discuté, c'était très intéressant avec Maître Antoine Veil, et évidemment, oui, il faudra passer à autre chose au bout d'un moment, sauf que, avant ça, il faut qu'évidemment que toutes les réponses auxquelles on n'a pas toutes les questions auxquelles on n'a pas de réponse puissent être levées. Donc, là, ça, c'est des informations. Donc, le dossier d'enquête incomplet, je ne rentre pas en détail. Ça, c'est des choses qu'on exprime depuis le début, notamment à la dernière assemblée. Que vous vous rappelez, tout le monde avait été effectivement marqué. C'est le fameux lumineux sur le mur de Tiphaine, dans la chambre de Tiphaine de son hôtel où elle a dormi. Des témoignages incomplets. Très rapidement, au mois d'août, on avait découvert qu'il y avait un homme qui se faisait passer pour un faux guide autour des temples. Un autre homme qui nous avait, avec notre interprète, qui nous avait, avec Sibylle, qui est venu nous agresser en disant qu'il savait où était Tiphaine. Puis on a découvert aussi qu'à Nikos, c'était tout sauf une ville tranquille. Puis après, enfin, il reste les données téléphoniques. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'éléments. Je ne rentre pas dans le détail de l'enquête de manière approfondie, c'est juste pour vous donner des exemples que notre combat est vraiment légitime et qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Alors les projets cette année, donc déjà l'année 2020, évidemment, le coronavirus n'a pas permis de retourner au Japon. Cependant, le cabinet Antoine Veil a vraiment fait un travail très très important, puisque si vous voulez, on avait les policiers français ont rapporté des bouts de dossiers au Japon, vous aviez le dossier d'enquête en France, donc le cabinet Antoine Veil a fait un travail colossal, faire une synthèse et de regrouper toutes ces données cette année 2020. C'était une année finalement, peut-être on a été plus silencieux effectivement, mais c'était une année de travail, surtout pour le cabinet Antoine Veil. Donc les actions de cette année, eh bien, si vous voulez, l'objectif c'est toujours de solliciter la justice française. Donc l'objectif, c'est marqué, demande d'acte, c'est de ressolliciter la justice pour nous appuyer et faire ces demandes auprès de la justice japonaise, en l'occurrence. Et donc Jean-François Graal, notre enquêteur, va appuyer dans un cadre légal, va lui aussi voir quelles actions il peut mener en partenariat avec la justice française et évidemment en duo avec le cabinet d'Antoine.
slide. Alors, on ne va pas s'éterniser. Hein. Avant l'association, donc on a déjà déboursé beaucoup d'argent. 2019, alors c'était principalement pour les recherches sur le terrain. Donc, pratiquement 65 000 euros. Là, vous pouvez le voir en détail. Vous aviez Montagne Médic. Ça, c'est les recherches sur les berges, notamment dans la rivière. Les interventions aussi. Forcément, on a dû aller au Japon dans un premier temps. On n'a pas encore le temps de s'organiser. Après, grâce à l'aide des Japonais, comme la mission d'octobre, qui nous ont hébergés, les Français de Tokyo, qui sont d'une aide remarquable, nous ont hébergés, donc ça a permis de limiter un peu les coûts, mais cependant, c'est toujours cher. Donc, cette première année de recherche, ces premières années, pratiquement 65 000 euros de déboursés, c'est quand même pas mal. La création d'associations plus limitée, puis aussi, évidemment, c'est pour ça que maintenant, d'être entouré d'Antoine Vey et Jean-François Brel va peut-être nous permettre aussi de déjà que les choses avancent et d'être entouré de vrais professionnels, parce que forcément, nos vies, on les a mis un petit peu entre parenthèses. Il faut trouver Tiffen, on n'avait pas les bons acteurs autour de nous. Donc l'année 2020 étant une année, même si c'était une année chargée pour le cabinet d'Antoine Vey, toute cette synthèse qui a été faite finalement, on a plutôt, grâce à vos dons et grâce aux adhésions, cumulé une petite somme d'argent qui va nous permettre de partir déjà l'année avec un solde au moins pratiquement de 13 000 euros. C'est quand même une somme importante pour justement financer les actions à venir. Donc les actions de 2021. La slide suivante. Donc on a fait des fourchettes. Donc à peu près, donc on va lancer un crowdfunding, on sait qu'on a à peu près entre 50 et 70 000 euros à financer. C'est des sommes, alors, on a déjà dépensé 65 000 euros, vous avez vu, c'est des sommes qui peuvent paraître énormes, mais ce qui est évident, c'est que quand vous avez le meilleur avocat pénaliste qui est avec vous et un des enquêteurs les plus performants internationaux, finalement, c'est peu. Parce que si on avait dû rémunérer ces professionnels à leur tarif habituel, on ne serait même pas en train d'évoquer leur nom. Ils ont été émus par notre dossier, ils sont investis de notre dossier et évidemment, ils le font parce qu'ils croient en notre cause. Et voilà, donc, ça permet de ne pas avoir des sommes parce que les rémunérer à leur juste prix, c'est tout simplement, vous imaginez bien, colossal. Donc, on a de la chance d'avoir les meilleurs et finalement de pouvoir réussir à vous solliciter et à peut-être et à mener ces actions avec des sommes qui restent abordables pour nous. Enfin, c'est quand même tout de même des sommes importantes, mais qui ne le seraient pas si c'était voilà. Alors juste petit rappel. Donc pour ceux, alors merci beaucoup, vous êtes vraiment adorables. Il y en a beaucoup, on a reçu beaucoup de vidéos pour la nuit de la lecture. C'est vraiment gentil. Bah, vous pouvez encore le faire. Ceux qui n'ont pas eu le temps ou qui pensent qu'il est trop tard, c'est pas le cas. N'oubliez pas non plus, c'est le but aussi de cette journée. Il y en a aussi qui l'ont fait. Je crois qu'on est déjà à 30 adhérents, donc c'est vraiment gentil. Donc continuez à adhérer. Et donc voilà, et bah, à suivre. C'est maître Antoine Vey qui va me succéder ou Camille Rado peut-être, je ne sais pas. Voilà, et ensuite ça sera Jean-François Bral qui vous parlera de. Alors Jean-François Bral vous parlera de la manière, si vous voulez, c'est un professionnel qui travaille dans le détail. Et pour l'instant, si vous voulez, c'est un dossier qui est long, le dossier de Tiffen, pour pouvoir s'approprier. Je pense que c'est plus intéressant de lui poser des questions globales sur sa manière de travailler sur le dossier de Tiffen. Voilà. Juste une petite parenthèse. Merci, Maître Rado, d'être présent. Avec plaisir, bonsoir. Bonsoir, nous vous présentons à tous nos participants. C'est vrai que nous avions annoncé la présence de Maître Vey, mais vous le remplacez
avec panache. Et j'espère. Écoutez, je vous prie tout d'abord d'excuser son absence, mais il a eu une urgence de dernière minute qui l'empêche de participer. Croyez bien qu'il est attaché vraiment particulièrement à ce dossier et qu'il aurait voulu être là. Moi, évidemment, je travaille avec lui et Marion Lafouche sur ce dossier qu'on connaît bien depuis près d'un an maintenant, bientôt, puisque c'est au printemps dernier que vous étiez venu nous voir. Que dire sur notre participation et le sens de notre action? Nous, vous êtes venus nous voir, Damien et Sybille, alors qu'une information judiciaire, une instruction était déjà ouverte au tribunal judiciaire de Poitiers. Donc, une information judiciaire, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction français a été saisi de ces faits qui, sous leur qualification pénale, sont des faits de enlèvement et séquestration. C'est pour ça qu'il y a une enquête qui est ouverte actuellement au tribunal judiciaire de Poitiers. Ce qu'on peut se poser évidemment comme question, c'est que peut faire un juge de Poitiers pour des faits qui ont eu lieu intégralement au Japon. C'est d'abord important qu'il y ait, en tout cas sur le territoire français, une instruction qui est ouverte, ce qui est à chaque fois le cas quand une personne française disparaît dans des conditions inquiétantes à l'étranger. Donc, automatiquement, il y a une information judiciaire qui est ouverte, ce qui permet de faire le lien notamment entre la famille, les parties civiles et les autorités chargées de mener l'enquête sur place. Nous, la première chose qu'on a fait, on s'est constitué dans cette information judiciaire et on a commandé la copie du dossier pénal et notamment pour avoir accès aux documents de l'enquête japonaise puisque ça nous permettait, nous, de voir, d'apprécier la réalité de ce qui avait été fait sur place. Est-ce que l'enquête avait été bien faite, mal faite? Alors, avec ce regard un peu particulier, puisque nous, on est plutôt habitués à traiter des enquêtes évidemment françaises, donc après chacun sa culture policière et d'enquête. Mais nous, Damien et Sybille, vous nous aviez mandaté pour voir si tout avait été bien fait, comment ça avait été fait et ce qui pouvait être fait, quelles lacunes il y avait que nous, on pourrait éventuellement combler en intervenant sur le terrain juridique. Quand on a eu la copie du dossier japonais traduit, évidemment, parce qu'autrement ça aurait été impossible à manier, on s'est rendu compte, Grantin, que on n'avait pas tout, c'est-à-dire qu'on n'avait que, en réalité, pour la plupart, des éléments, des résumés de ce qui avait été fait, des résumés qui sont forcément parcellaires et subjectifs, et on n'avait pas, comme on peut avoir en France, des procès-verbaux en fait qui nous permettaient de vérifier sur pièce ce qui avait été fait et comment ça avait été fait. On a été surpris dans ces conditions que les Japonais concluent, et les gendarmes français d'ailleurs qui sont rendus sur place concluent, enfin en tout cas pas concluent, mais privilégient, on va dire, une thèse d'un accident dans la rivière Daya, alors qu'en réalité, quand on prend la peine d'éplucher les données objectives, météorologiques, de pluviométrie et de débit dont Damien d'ailleurs vous a parlé à l'instant, on se rend compte en fait que cette thèse ne repose pas sur grand-chose, voire sur rien du tout, et ne repose pas sur des éléments en tout cas objectifs, mais sur une espèce d'interprétation un peu bâclée, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas un peu à la va-vite, notamment quand on se rend compte qu'il y a des vraies pistes. Mais ça aussi, Jean-François Abgral va en parler sûrement mieux que moi, mais des vraies pistes qui ont été négligées, notamment des profils d'agresseurs sexuels dont on sait pour lesquels il y a eu des incidents sur place à Nico et des thèses qui n'ont pas été vérifiées. Et nous, notre rôle, c'est pas forcément je pense d'aller, ce qu'on a dit d'ailleurs à la famille Véron quand on a été saisi, c'est pas d'aller dans un sens plutôt que dans un autre, mais c'est de fermer des portes, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions et qu'il n'y ait plus aucun point d'interrogation dans ce dossier. C'est ça en fait notre objectif premier. Nous, on n'est pas là à vouloir dire c'est absolument un accident, c'est absolument un crime, c'est absolument un enlèvement, c'est absolument un meurtre. On essaye juste simplement de fermer des portes et de répondre à des questions. Pour ça, on dispose notamment, nous, d'armes juridiques à ce stade, et notamment avec le travail qu'a fait Jean-François Abgral, la prochaine étape, c'est de formuler ce qu'on appelle une demande d'acte, c'est-à-dire que nous, on a identifié des investigations qui n'ont pas été faites par la police japonaise et qui, selon nous, devraient être faites
Et du coup, on va demander à la juge d'instruction française de s'adresser à ses homologues japonais pour dire, écoutez, voilà, nous, on penserait que ça serait bien de faire ça, 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 ça. Après, tout ça prend évidemment du temps, demande de l'énergie, parce qu'il faut sans cesse relancer les autorités concernées, relancer les juges d'instruction, justifier nos demandes. Nos demandes, elles sont pas très en plus, elles sont pas du tout. On a essayé qu'elles soient le plus réalistes et le plus concrètes possible. En réalité, on a essayé de pas partir dans tous les sens et de cibler des demandes qui sont a priori tout à fait faisables, en tout cas dans une enquête et dans une instruction française. Typiquement, des demandes d'analyse ADN sur des objets qui ont été trouvés, sur des corps, qui ont été trouvés aussi sur place et qui n'ont pas été identifiés, des éléments aussi techniques notamment par rapport à la téléphonie dont on a parlé, dont Jean-François Graal aussi reparlera, des témoignages aussi qui n'ont pas été poussés jusqu'au bout, c'est-à-dire on a interrogé par exemple les clients de l'hôtel. On sait ce qu'ils ont fait la veille, on ne sait pas ce qu'ils ont fait le lendemain, on ne sait pas très bien combien de temps ils sont restés, on ne sait pas qui est arrivé, qui est reparti à tel moment. Et tout ça, encore une fois, ça se trouve, ne donnera rien, mais en tout cas permettra de répondre aux questions qu'on peut toujours légitimement se poser. Donc il reste encore beaucoup de choses à faire sur le terrain juridique. Avec l'aide des interlocuteurs qu'on a sur place. Le contact qu'on a avec la juge d'instruction est plutôt bon jusqu'à maintenant. C'est une femme qui est ouverte au dialogue, qui nous a reçus, qui n'entend pas fermer cette enquête en ne faisant rien, et donc qui est tout à fait prête à aller dans notre sens, avec ses moyens effectivement limités, puisqu'elle ne peut pas forcer la police japonaise et les Japonais à faire des actes qu'ils n'auraient pas envie de faire. Mais en tout cas, on a quand même un certain nombre de gens derrière nous qui nous permettent de faire pression pour avancer, d'autant que, comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas des demandes qui sont irréalistes, irréalisables et qui s'appuient sur des éléments objectifs pour pouvoir répondre encore une fois à toutes ces questions qu'on se pose tous encore. Voilà pour un bref résumé du sens de notre intervention. Un grand merci, maître. Alors, je n'ai peut-être pas précisé, hein, les gens, tous ceux qui suivaient, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez surtout pas. Moi, j'ai une question, maître. C'était très intéressant, avec Antoine Veil, vous aviez émis la possibilité que le juge d'instruction puisse aller au Japon. Oui, alors c'est une possibilité, et nous on l'a déjà vu. C'est pas la première instruction qu'on suit à dimension internationale, c'est-à-dire avec des faits qui sont passés au moins pour partie à l'étranger, notamment quand des Français qui sont victimes de crimes à l'étranger, on a défendu plusieurs. Il est possible que le juge d'instruction effectivement se rende sur place. Après, il reste à savoir la latitude qu'il peut avoir sur place, c'est-à-dire si c'est se rendre sur place pour se rendre sur place, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, un déplacement de cette envergure-là, ça se travaille, ça se prépare en amont. Vous avez des contacts avec l'ambassadeur de France au Japon et qu'on a eu aussi au téléphone. Et ça, c'est un interlocuteur de qualité parce que lui, c'est quand même un interlocuteur de poids, en tout cas, dans les démarches qu'on peut faire. À partir du moment où ces démarches, encore une fois aussi, sont réalistes et alors c'est la diplomatie, c'est toujours un peu particulier parce qu'il ne s'agit pas non plus d'empiéter sur le travail des Japonais et de leur laisser croire que le travail a été mal fait et donc nous on va faire mieux que vous. Vous voyez, Mais effectivement un déplacement de la juge d'instruction serait possible dans le cadre par exemple de la demande d'acte éventuellement, qu'on va formuler. Ça pourrait être quelque chose d'envisageable, mais qu'on n'a pas abordé pour l'instant avec la juge directement. Mais ça s'inscrit, c'est au-delà des demandes d'actes, c'est en plus, mais c'est techniquement, juridiquement possible en tout cas. Il y a une question d'Aurélien. Alors, je la lis pour vous, hein, maître. Est-ce qu'une ouverture d'une enquête criminelle par la police japonaise est-elle toujours possible? Et si oui, par quel biais? Justement, alors nous, c'est un de nos objectifs aussi. Aujourd'hui, en France, l'information judiciaire, elle est ouverte pour des faits criminels. La question, c'est au Japon, pourquoi non?
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont sans doute pas la même culture juridique et qu'ils attendent d'avoir des éléments peut-être plus concrets. Alors, je ne sais pas ce qu'ils attendent exactement pour ouvrir une enquête criminelle, mais il est sûr que nos démarches, elles visent justement à trouver des indices qui, pour eux, leur permettraient d'ouvrir une enquête criminelle. Donc, ça veut dire que si on se rend compte qu'il y a des trop grosses contradictions entre certains témoins, si on se rend compte par exemple que les alibis des profils suspects qui ont été identifiés n'ont pas été correctement vérifiés, qu'en fait on se rend compte qu'il y avait des agresseurs potentiels qui étaient sur place à ce moment-là, qui étaient à Nico en même temps que Tiffaine, tout ça est destiné à réveiller un peu la police japonaise et le parquet japonais et les conduire à ouvrir d'eux-mêmes une enquête criminelle. Mais il n'y a aucune raison que ça ne soit pas possible. Encore une fois, techniquement, juridiquement, je ne vois pas ce qui s'oppose à l'ouverture d'une enquête criminelle au Japon, si on réussit à apporter des éléments supplémentaires. Tout à fait. Alors après, bon, peut-être que Jean-François Abral répondra après, mais auquel je peux déjà vous poser cette question. Par exemple, quelqu'un s'interroge sur le fait que l'hôtelier n'a pas été interrogé. Est-ce que je sais que ça peut être délicat, mais interroger des témoins? Alors, l'hôtelier, il a été interrogé. Enfin, il a été interrogé, mais réinterrogé, on va dire. Alors voilà, en fait, nous ce qui nous a beaucoup surpris aussi avec les procès-verbaux des témoins, d'audition des témoins, c'est qu'en réalité, on a entendu les témoins sans les confronter les uns aux autres. C'est-à-dire que on s'est contenté de leur poser des questions sans réagir par rapport à ce que les autres témoins auraient pu dire. Donc effectivement, par exemple, on s'est rendu compte que l'hôtelier, son témoignage pouvait être en contradiction avec un certain nombre d'autres éléments. Et ça, la police japonaise n'a pas jugé utile, en tout cas, ou ne l'a pas fait, n'a pas réinterrogé cet hôtelier, mais d'autres personnes aussi, hein, alors que leur audition n'était pas forcément collait pas forcément avec les témoignages des autres ou avec d'autres éléments objectifs. Il y a une question de Théophile qui dit: si une enquête criminelle est ouverte au Japon, la police française pourra se rendre de nouveau sur place? Si oui, quel peut être son champ d'action? Alors, bien sûr, la police française s'est déjà rendue sur place, mais un déplacement assez bref pour un peu constater ce que la police japonaise avait fait, mais sans encore une fois procéder à des actes d'enquête sur place eux-mêmes. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que dans un pays, en tout cas comme le Japon, quand un groupe de policiers se déplace, en gros, ils se contentent de suivre leurs homologues. C'est pas eux qui vont procéder à des interrogatoires, c'est pas eux qui vont mener leur enquête tout seuls dans leur coin parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir ni l'autorité. C'est pas possible. Et la difficulté, donc, c'est que vous avez des gendarmes ou des policiers qui ne parlent pas japonais, donc qui suivent la police japonaise et puis on leur dit des choses, mais qui n'ont pas la capacité de vérifier par eux-mêmes, par la barrière de la langue et par le fait qu'ils n'ont pas, encore une fois, l'autorité et le pouvoir de mener eux-mêmes des actes d'enquête. Donc, ça serait de nouveau possible que des policiers français se déplacent. La question, c'est est-ce que c'est intéressant? Voilà, est-ce que c'est opportun et utile pour nous? Là, pour le coup, la démarche d'un travail avec Jean-François Abgral, c'est pour ça qu'elle est intéressante aussi. Tout à fait, maître. Alors, après, je ne vais pas vous retarder longtemps. Non, il n'y a pas de... François Abgral aussi expliquer et donner son point de vue. Pour rebondir sur la première question, il n'y a plus aucune enquête au cours au Japon, en interrogation. Les Japonais sont-ils au courant de la venue prévue de Jean-François Abgral? Alors, il y a une enquête qui est toujours en cours au Japon. Qui n'est pas criminelle, par contre. Non, mais il y a tout de même une enquête. C'est-à-dire qu'il y a juridiquement, encore une fois, il y a une procédure qui est ouverte. Il n'y a pas eu, à mon sens et à ma connaissance à ce stade, ce qu'on appellerait un classement sans suite en France, c'est-à-dire qu'on arrête tout, on ferme le dossier, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le dossier est fermé et puis voilà, on verra plus tard si jamais il y a quelque chose qui s'active. Non, l'enquête, a priori, d'après les informations qu'on a, est toujours en cours. Donc, il n'y a rien qui l'empêche de la réactiver.
Maintenant, est-ce que les Japonais sont au courant de l'intervention de Jean-François Abgral? Il en parlera lui-même, mais vous avez vu qu'il y a eu des articles dans la presse. Bon, est-ce que la police japonaise a été destinataire de ces informations ou pas? Je n'en sais rien. Mais encore une fois, c'est pour ça que de toute façon, tout déplacement de ce type ne peut pas non plus se faire sans discussion et préparation avec les autorités, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est le sens de notre démarche. Nous, il ne s'agit pas d'arriver avec nos gros sabots et de dire regardez, on va faire mieux que vous, et ce que vous avez fait, c'était n'importe quoi. Même si on peut le penser sur certains aspects, mais ce n'est pas le sujet. Il s'agit d'être un peu diplomate en tout cas. Oui, tout à fait. Puis en plus, comme vous le disiez, comme vous l'expliquez, Maître, évidemment, ça se fait dans l'intervention de Jean-François Abgral, se fait dans un cadre légal avec le juge d'instruction. Bien sûr. Et pas du tout sans concerter la police japonaise. Il y a des questions qui peuvent aussi concerner Jean-François Abgral, qui peuvent vous intéresser tous les deux. Après, je pense que ce qui intéresse les gens, effectivement, c'est on a compris que pour rentrer dans les détails du dossier Tiphaine, c'était trop tôt et qu'il n'y avait pas d'intérêt. Par contre, peut-être ça peut être intéressant de savoir, Jean-François, comment vous... Écoutez, moi, je peux déjà dire quelque chose. Pour vous, l'association, quand vous mandatez un cabinet d'avocats ou mon agence, je dis c'est pas un avocat, mais là, en l'occurrence, il y a Maître Camirado et il a deux de ses collègues qui travaillent avec lui. Et idem de mon côté, c'est-à-dire qu'on a un groupe de travail dans lequel j'ai déjà inclus, j'ai déjà parlé de ça, des gens qui sont au Japon. On a inclus également une japonaise dans notre équipe ici dans l'Ouest. C'est hyper important pour déjà, ne serait-ce que faire des recherches en japonais sur le web, etc. Et ça imprégné de la culture beaucoup plus vite, puisque alors, nous, on a l'habitude aussi de travailler à l'étranger, hein, on connaît les problématiques. Hein. Tout à l'heure, on parlait de l'enquête. Alors, donc déjà, ces deux groupes que vous avez saisis, qui travaillent ensemble. C'est-à-dire que nous, on a déjà posé pas mal de choses. Vous avez beaucoup travaillé dans l'association. On va dire qu'on a des bases solides, parce que ce que vous avez fait, moi, je trouve ça remarquable. C'est cohérent, c'est réfléchi, c'est construit. Donc, c'est hyper important. Pour nous, ce sont des bases claires sur lesquelles on peut s'appuyer. Derrière, on sait aussi que juridiquement, tout à l'heure, on parlait de la police française qui s'est transportée, c'est comme ça qu'on dit juridiquement, au Japon. Chaque police est souveraine dans son pays, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun pouvoir d'investigation. Ils ne peuvent que se déplacer pour essayer de, dans le cadre d'une collaboration internationale, échanger, mais ça ne va pas plus loin. Puisque le fait initial étant la disparition de Tiphaine au Japon, la police française n'est pas saisie. D'accord ? Même s'il y a une enquête ouverte chez nous, on peut demander des choses là-bas, mais c'est tout. Et en clair, c'est presque un vœu parce qu'on a des systèmes juridiques différents. On peut penser tout ce qu'on veut de l'enquête japonaise, mais je pense qu'en matière de disparition en France, on n'est pas beaucoup. On a aussi beaucoup de questions. Hein, c'est difficile d'ouvrir une enquête sur une disparition en France. Et en matière de disparition, là, on rentre dans les spécificités de mon travail. C'est encore beaucoup plus difficile que de trouver un corps. C'est-à-dire que vous n'avez rien au départ, qu'une situation avec plus personne. Et il faut être formé à ça, avoir des outils d'analyse et des méthodologies, etc. Ce que je sais faire, évidemment, puisque c'est mon métier. Mais c'est pas courant. On ne va pas trouver beaucoup de personnes formées à ça. Là, l'enquête initiale, on en parlait tout à l'heure, enfin, Maître Camirado en parlait, Camirado, pardon. Le fait est que les témoignages qui ont été recueillis nous reposent une chronologie. On s'est basé sur, les enquêteurs là-bas se sont basés pour retracer la chronologie, à savoir quand est-ce qu'on a vu la dernière fois Tiphaine. Et il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'interprétation. On voit des décalages dans les témoignages, mais qui ne sont pas forcément des faux témoignages, simplement parce qu'il n'y a pas eu de retour et d'analyse sur les positions de chacun. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des petites erreurs, puisque depuis nous, on a travaillé, hein, et on a déjà des informations qui nous permettent d'expliquer ces petits bugs-là, et tant qu'on n'a pas la solution, c'est une problématique qui fait qu'on reste bloqué. Là, on a des dossiers on a un dossier qui est très factuel. On a une personne qui a disparu. En gros, on a
une chronologie donc, qui nous fait savoir à peu près à quelle heure elle a disparu. Et après, on n'a plus rien. Et comme on n'a plus rien, et on dit bah, elle a dû tomber dans la rivière, puisque objectivement, c'est très difficile de disparaître. Demain, vous voulez disparaître, vous allez voir que c'est compliqué. Et si vous disparaissez, si vous avez un accident dans un endroit touristique, bah, par définition, si c'est touristique, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est assez anormal, même pour ne pas dire plus, qu'on ne retrouve rien dans un endroit qui est extrêmement fréquenté. La rivière, vous la connaissez mieux que moi, vous l'avez faite en long en large, vous avez souligné qu'il y a de la vie autour de la rivière, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent là, il y a des, etc. Donc, moi, je sais criminologiquement qu'un corps, eh ben, finalement, il remonte à l'eau quand il est coulé. C'est physiologique, au bout d'un moment, c'est comme ça, entre les 7 et 8 jours, 7 et 10 jours. Et, et en plus, il y a le débit, de toute façon, on voit bien, la rivière, elle est tamisée à un moment donné, si je pourrais dire. Et donc, forcément, si quelqu'un tombe à l'eau, on va le récupérer plus loin, quel que soit le débit, puisqu'on voit que le débit, c'est quand même assez abaissé avec le temps. Maintenant, ça, c'est des paramètres techniques. Alors, évidemment, on peut tomber dans l'exception. Hein, ça peut arriver, on peut passer à côté. Voilà, ce n'est pas exclu. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'enquête initiale ne répond pas à tout le questionnement qu'on peut avoir. Après, il y a un côté, si ce n'est pas un accident, c'est forcément quelque chose de plus de volontaire. Donc, on va s'orienter dans ce cas-là sur une orientation criminelle. L'orientation criminelle, c'est quoi? C'est déjà, pour moi, de regarder où les faits s'inscrivent. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de faits recensés, de faits criminels recensés au Japon, puisque effectivement, on regarde l'activité et on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de crimes. Mais si effectivement les enquêtes ne sont pas non plus développées ou enregistrées, on ne va pas en trouver. Mais ça n'empêche pas que le comportement, les déviances des gens, elles sont pareilles au Japon qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va retrouver des choses ou des comportements anormaux ou transgressifs. Et là, on a quand même ce que j'appelle des clignotants, c'est-à-dire qu'on a des comportements qui ont été signalés à la police bien avant la disparition de Tiphaine, qui ont fait l'objet même d'alertes aux touristes. Hein. Il y a des panneaux qui disent attention, ici, il peut se passer des choses. Donc, toutes ces choses-là, elles sont balayées dans la première enquête de disparition faite par la police. Alors moi, je n'ai pas la prétention de faire une contre-enquête et de dire ils sont tous mauvais. C'est plutôt amener des éléments supplémentaires pour enrichir leur enquête si jamais, par mécano, je peux avoir des informations qu'ils n'ont pas eues, et ce qui ferait légalement rebondir le dossier initial avec cette fois-ci ou une orientation criminelle, ou alors si on exclut les orientations criminelles puisqu'on les a traitées, donc nous on s'aperçoit que finalement ça répond à nos questions, et bon, on s'orientera plus vers l'orientation accidentelle. En attendant, il faut répondre à ces questions. Donc j'ai plus la notion d'une co-enquête qu'une contre-enquête. Hein, c'est pas voilà. Et après, le positionnement qu'on va avoir, effectivement, c'est un positionnement clair. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas l'intention de cacher ce que je fais. Je n'ai pas envie de raconter tous les détails pour ne pas enflammer les choses, parce que vous savez que quand vous donnez des informations parce que vous avez un sale type qui tourne à tel endroit, et puis hop, aussitôt, on va en faire un fromage, alors que peut-être que dans 3 heures, j'aurais démonté la chose. Donc, c'est toujours comme ça, une enquête, on a toujours des pistes, entre guillemets, ou des orientations qui sont assez fortes et qui vont être démenties ou pas. Mais en attendant, bon, voilà, c'est beaucoup trop tôt de parler de choses comme ça. Ce qu'on a posé avec les guides de Maître Antoine B, c'est des demandes d'actes qui sont, comme on l'a souligné, qui sont des actes, on va dire, élémentaires par rapport à des choses qui se sont produites là-bas depuis, notamment des découvertes de corps. Ça arrive partout, hein, ça vous surprend parce que ce n'est pas votre univers au départ, mais c'est le mien. Et si on cherche ici en France, on va s'apercevoir qu'on trouve pas mal de corps aussi qu'on n'identifie pas. Donc, on peut faire des recherches ADN pour déjà comparer et éventuellement relancer des orientations. Donc, tout ça, c'est déjà en place et ce sont des demandes qui sont tout à fait acceptables au niveau, même par canaux diplomatiques. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a beaucoup de questions, Jean-François. Ouais, Si je peux me permettre, donc tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez intégré dans votre équipe une japonaise pour être au plus près de la culture japonaise. Et là, j'ai une question de Guillaume. Est-ce que vous auriez un homologue enquêteur japonais sur place pour franchir la barrière culturelle? mais j'ai déjà du monde là-bas. J'ai déjà des D'accord. contacts. Moi, je suis un grand voyageur. Donc, Oui, oui. voilà. Donc, voilà, si j'ai accepté qu'on travaille ensemble, qu'on fasse équipe, on va dire, hein, plutôt, Oui. c'est que je pense que je suis en capacité d'amener une réponse.
Alors, une réponse, peut-être qu'on n'aboutira pas à la solution telle qu'on l'aimerait, mais en attendant, on va essayer de faire que toutes les questions soient posées et qu'on ait des réponses sur l'ensemble des questions. Non, voilà. J'ai une question d'Élodie Gérard aussi qui demande si, pourquoi, au fond, vous aviez accepté de vous pencher sur la disparition de Tiphaine. Pourquoi? Déjà, c'est mon métier. Hein. C'est-à-dire que je ne prends pas beaucoup de dossiers. On en prend 1 à 2 par an. Si l'enquête dure plus d'une année, ben, écoutez, on n'en prend pas d'autres. Tant qu'on n'a pas répondu à nos questionnements. Et comment j'ai évidemment regardé ce que vous avez mis en œuvre quand c'est arrivé, etc. Après, voilà, ça s'est passé comme ça. Actuellement, je sais ce que c'est qu'une disparition, parce que j'ai déjà travaillé sur des disparitions. Et le désarroi, tant qu'on n'a pas de réponse, tant qu'on n'a rien, c'est encore pire que quelque chose de grave dont on a une explication. Donc, voilà, moi j'aime bien ce que je fais. Les gens qui travaillent avec moi sont pareils. Donc, si on peut aider, on le fait. C'est aussi ça. Après, on y met toute notre technicité, tout ce qu'on sait faire. Beaucoup de questions aussi. Une question aussi, c'était de Marie Lenné qui demandait quel était au fond le statut pour les Japonais. Quel statut de Tiphaine au Japon? Comment ils la considèrent? Disparu? Quel est son statut? Est-ce qu'il y a un statut qui est défini finalement? Je ne pense pas. En fait, c'est juste comme c'est ça. la personne manque. On a évoqué évaporer, les évaporer. C'est un terme qu'on a vu dans la presse là-bas. Oui. Se pas mettre une disparition inquiétante, etc. Et voilà, il parle d'évaporer. Mais en attendant, c'est quelqu'un qui a disparu. Pour moi, c'est une disparition inquiétante. C'est comme ça qu'on l'aurait qualifié en France. En japonais, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Maintenant, ils ont fait une investigation. Donc, même si elle n'a pas eu une orientation criminelle ou elle n'a pas eu elle n'a pas permis pour l'instant de poser de réponse, il y a eu une investigation. Simplement, le fait qu'elle ne soit pas. Il faut imaginer qu'on n'est pas dans les mêmes cultures juridiques. Hein. Ce n'est pas structuré de la même façon. Ils ont fait une enquête, ce qu'on pourrait qualifier en France d'une enquête préliminaire. C'est-à-dire qu'on fait une première recherche et voilà quoi. Et après, éventuellement, on fait des séquences, comme là, ils ont été aussi visiblement chercher le long de la rivière ou le long d'une montagne pendant une journée. Alors c'est certes, c'est bien, mais c'est peut-être pas assez, ou peut-être qu'on aurait pu faire autrement. Enfin, nous, tant qu'on n'a pas la réponse, ça nous indispose de voir que ça ne répond pas à la question. Maintenant, ils l'ont fait quand même. Donc, il y a eu des séquences d'investigation, mais l'enquête n'a pas un versant criminel puisqu'il n'oriente pas sur la recherche de quelqu'un qui l'aurait enlevé, puisque visiblement, l'hypothèse, parce qu'eux, ils fonctionnent en hypothèse, pas moi, mais eux, nous, on va travailler sur le sens, sur les éléments qui vont nous orienter. Eux, c'est l'hypothèse qu'elle a eu un accident, qu'elle est tombée à l'eau. Donc, on voit bien que c'est ce qui ressort. Très bien. C'est d'ailleurs ce que les policiers français ont ressorti dans leur échange avec les policiers japonais. Est-ce que vous allez prévenir, comment, par rapport à votre enquête, est-ce que vous allez prévenir, est-ce que les Japonais sont au courant de votre venue? Comment ça va se passer? Pour l'instant, j'analyse beaucoup, on essaie de recueillir les informations. Oui. Je ne vais pas leur klaxonner, alors que d'abord, il y a deux choses. Il faut froisser personne, et puis je n'ai pas la prétention d'être un champion du monde. Oui. Voilà. Donc, il faut froisser personne. Deuxièmement, si j'ai, je vais vous dire, lorsque j'aurai des choses à leur communiquer et qu'on aura évalué ça ici, qu'elles seront connues aussi des autorités françaises, eh bien, écoutez, je leur ferai part de toutes mes informations. Parce que là aussi, si nous, c'est un handicap de ne pas pouvoir parler avec des Japonais en direct, enfin, en tout cas pour moi, voilà, passer l'anglais, je suis cuit avec les Japonais, je ne peux pas aller plus loin. À l'inverse, c'est un avantage parce que c'est un site touristique et nous, on a commencé à contacter pas mal de touristes qui étaient là à ce moment-là, etc. Et à partir de là, on a aussi des informations peut-être à leur communiquer sur le climat, ce que j'appelle le climat, ce qui s'y joue, le climat criminologique, exactement le terme que j'utilise, pour voir ce que les gens ont ressenti à ce moment-là dans cet endroit-là, au moment des faits ou depuis ou avant. Donc, toutes ces informations-là, peut-être qu'ils les connaissent, mais peut-être qu'ils ne les connaissent pas. À partir de là, ça peut être un plus aussi pour eux. Pour l'instant, ils n'ont pas été sur le versant criminel parce qu'ils n'avaient pas d'éléments qui leur permettent d'aller là. Peut-être qu'avec un peu de travail ou d'autres façons de faire, on va pouvoir compléter ce qui manque.
Très bien, merci beaucoup Jean-François. Oui, beaucoup s'interrogent aussi parmi nos adhérents et nos soutiens. Pourquoi est-ce que les données téléphoniques sont si compliquées à récupérer? Alors, les Oui. données, il y a des choses qui ont été faites, vous en avez fait beaucoup, et après, il y en a qui ont été faites par les enquêteurs, visiblement là-bas, puisqu'ils ont reconstitué l'itinéraire de Tiffen par rapport à des points géographiques déterminés par son téléphone. Son téléphone est positionné à un moment, à une heure, à un endroit, et ils ont reconstitué ça. Après, oui, il manque des petits bouts pour nous importants. Mais je veux dire que c'est pas majeur en soi. Enfin, c'est pas majeur, c'est pas le terme. Il manque des bouts, c'est clair, mais on a quand même une grande partie des données téléphoniques. Maintenant, ça aurait pu être plus complet, voilà, pour être clair. Alors pourquoi, je ne sais pas. Ça dépend aussi. Vous savez, c'est souvent une histoire d'homme, hein. Une enquête, elle est menée par un directeur d'enquête, voire deux, si c'est un binôme. Et puis un groupe de travail, suivant l'énergie que ces personnes-là vont mettre, on sera plus ou moins bien servi. Et ça, je pense que ce soit au Japon ou ailleurs, c'est pareil. Dans les données téléphoniques, si je peux me permettre, il y a notamment quelque chose qu'on aimerait bien vérifier. C'est si oui ou non le boîtier du téléphone de Tiffen a été réactivé depuis le jour de sa disparition. C'est-à-dire que est-ce que quelqu'un a mis une autre puce, sa puce, dans le téléphone de Tiffen, ce qui tendrait à dire que le téléphone de Tiffen a été volé, ou en tout cas n'est pas tombé à l'eau avec elle ce fameux jour de juillet. Donc ça fait partie des choses. Nous, il y a bien d'autres choses qui manquent dans la téléphonie. On a beaucoup de choses, on a l'essentiel, mais ça, par exemple, ça fait partie des questions qui sont encore en suspens. Ouais, c'est ça, c'est des questions élémentaires qu'on avait soulevées. Voilà, je ne voulais pas rentrer trop dans les détails, mais bon, c'est vrai que ce sont voilà, c'est parce que je veux pas que ça s'évente trop, c'est pas que j'ai envie de cacher les choses, mais on les demande officiellement, mais c'est des éléments majeurs. Ça, effectivement, ça change la donne si le téléphone est encore en circulation. Ouais. Alors juste, moi je vais compléter juste pour le téléphone. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu beaucoup de soutien. Et c'est vrai que souvent, les informations qu'on a données, qu'on a exploitées, ont été reprises par les Japonais, en fait, qui ont dit que c'était eux, souvent. Et c'est vrai qu'on remercie notre famille parce que, par exemple, l'exploitation de Google Maps, ça, on a pu avancer grâce au contact familial. Et ensuite, on a pu remettre à la police de Nikko. Ça, les policiers japonais ont toujours confondu GPS, Google Maps avec le bornage téléphonique. Et ce qu'on espère, et c'est ce que vous me disiez à juste titre, qu'on en parlait ensemble, hein, François Barral, c'est que les données, c'est pas éternel, les données téléphoniques. C'est clair. Ça, on en a parlé aussi, et Maître Rado et Maître Bay, on en parlait aussi à l'ambassadeur de France au Japon. C'est que Laurent Pic, à l'époque, l'ambassadeur, avait fait une demande auprès de SoftBank pour justement que ces données soient vite saisies avant qu'elles soient effacées. Donc ça, c'est encore une interrogation. Est-ce qu'on espère qu'elle soit sauvegardée, qu'elle puisse être exploitée? Voilà, ça on verra Maître Rado. Je ne sais pas si Philippe Seton avait pu en dire davantage sur les sauvegardes téléphoniques. Alors, Son prédécesseur. Il n'y a pas de... Pardon. Il y a deux choses qui peuvent se passer, c'est-à-dire qu'on peut solliciter la demande, comme on disait tout à l'heure, ce qu'on appelle une demande d'acte, c'est-à-dire demander à la juge française de demander aux autorités, aux enquêteurs japonais de faire ces investigations-là, ou simplement, en matière de téléphonie, puisque ce sont juste des réquisitions, que ce soit au Japon ou ailleurs, la PJ de Poitiers peut le faire. Donc, solliciter le relevé des données qui ont été figées pendant un moment pour exploitation ici. Après, on aura les coordonnées géographiques du téléphone au Japon. Ça, c'est pas un souci. Ça peut se faire de n'importe où, en fait. Disons qu'on a deux possibilités de récupérer ces données. D'accord. Maître Rado, sur le téléphone, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose sur les données téléphoniques que vous aviez commencé? Non, si ce n'est peut-être que juridiquement, justement, ça fait partie des choses les plus
peut-être les plus faciles à faire parce qu'en fait, ça demande pas, c'est pas intrusif, c'est simplement une réquisition, comme vient de le dire Jean-François Abgral, aux opérateurs téléphoniques en leur disant merci de nous communiquer telle information, merci de nous dire qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, quel est cet aspect technique, etc. Donc en fait, ça, c'est beaucoup moins intrusif et beaucoup plus facile à mettre en œuvre et à vérifier que, par exemple, aller interroger de nombreux témoins, aller sur leur lieu de travail, leur domicile, etc. C'est beaucoup plus facile. Alors, il y a une question peut-être pour. Alors, ça, c'est plutôt enfin, pour l'un ou l'autre, comme vous le souhaitez. Quelqu'un dit les touristes présents à l'hôtel ont-ils été interrogés? C'est ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'il y a une base, mais ce que vous expliquez, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément. Alors, c'était très factuel. C'est-à-dire, quand est-ce que vous avez vu, on peut résumer ça comme ça, quand est-ce que vous avez vu Tiffaine Véron, donc il l'appelle la touriste française, hein, parce qu'il n'avait pas identifié sous son nom. C'est un hôtel qui, le jour des faits, n'a pas beaucoup de clients. On est avec, en gros, une dizaine de personnes qui tournent autour de l'hôtel ce jour-là, ce matin-là. Donc, elles ont toutes été entendues. Et elles expliquent comment elles sont venues prendre leur petit déjeuner, parce que c'est là qu'elles se sont croisées à la salle du petit déjeuner. Et c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Elles ont été entendues, mais on ne sait pas ce qu'elles ont fait après dans la journée, même dans la matinée. Or, Tiffaine, elle est bien sortie de l'hôtel à un moment donné, et ces gens-là aussi. Et ce bout-là, on ne l'a pas. C'est ça la problématique de cette affaire, parce qu'en fait, une des problématiques, c'est qu'on n'a pas de lecture passer la porte. On ne sait pas. Après, on a son positionnement téléphonique à un moment donné, puis ce téléphone s'arrête. Donc, il manque quand même des bouts. Et oui, On a commencé à remettre en situation tout ça. Hein, bien sûr. Oui, parce que c'est une question aussi de nos participants. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Jean-François, que les éléments n'ont pas été investigués parce que tout simplement ils n'en ont pas les capacités ou parce que c'était délibérément occulté? Ça, c'est une question qui revient. Généralement, c'est rare qu'on n'ait pas d'enquête qui soit délibérément bloquée. Ou c'est fait parce que culturellement, ils n'ont pas la culture de l'enquête criminelle. D'ailleurs, ils en font très peu. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de criminalité. Alors évidemment, s'il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas d'enquête. Donc, s'il n'y a pas d'enquête, on n'a pas de gens qui aient le réflexe comme ça, hein, de faire des investigations plus poussées, on va dire. En plus, il faut se mettre à leur place. C'est une disparition, je vous ai dit. Une disparition, on connaît pas, c'est une étrangère, on ne connaît pas son état d'esprit. Voilà, personne ne l'a vu, il y a de l'eau, elle est tombée à l'eau, qu'est-ce que je dis. En gros, c'est ce qu'ils ont conclu comme ça assez vite. Ils ne sont pas allés chercher ailleurs, puisqu'on n'a pas retrouvé ses affaires dans la nature, on n'a pas trouvé son téléphone, mettons, à côté du sentier ou ailleurs, s'il avait été agressé, ou je sais pas, un morceau de vêtement. Comme ils ont rien, tout de moins dans la procédure, en tout cas, il n'y a rien, et bien ça s'arrête là. Je pense que c'est pas, voilà, c'est assez superficiel pour nous, en tout cas, Oui. au niveau de ce qu'on aimerait, ce qu'on aurait aimé qu'il soit fait. D'accord. Merci beaucoup, Jean-François, pour vos réponses. Parce que déjà, je peux vous dire, déjà parce qu'on réfléchit ensemble avec Maître Camirado, on s'est rien que les questions de base, d'ailleurs les questions que vous vous êtes posées, à savoir, je parlais du climat criminologique, donc de l'endroit où ça s'est passé, ce n'est pas qu'un endroit touristique, il y a une vie, il y a des gens qui habitent là, il y a des gens qui travaillent là, il y a des accidents, il y a des agressions, et tout ça, ça n'apparaît pas dans l'enquête japonaise. Donc, tout ça, on peut récupérer ces informations-là, on a commencé à les récupérer, et du coup, ça donne un autre profil du lieu, qui n'est pas forcément celui qui est à l'origine de la disparition, mais qui existe. Et du coup, il faut explorer ça, et on s'aperçoit que finalement, il nous manque quand même beaucoup de versants pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé, et en même temps, du coup, on va sûrement donner un peu de travail à la police de Nico, quoi. Basé sur des éléments qui peuvent aisément vérifier quand même, hein. Si nous, on les trouve rien qu'en prenant des contacts et même si on commence à faire des investigations à distance, rien qu'avec ça, si on arrive à trouver des informations, c'est que eux, ils peuvent le faire aussi. Donc. Tout à fait. Bon, parfait. Écoutez, on va
C'est adorable. On ne va pas vous retenir longtemps, Oui, Maître merci Rado beaucoup à et vous. Jean-François. Il y a quelques questions, on va peut-être pouvoir nous y répondre. C'est plus sur des Comme questions, vous voulez, hein, faites comme vous voulez. parce qu'on va pas, en plus, on ne voulait pas que ça soit non plus très long. Sybille? Peut-être encore une ou deux questions, si ça vous dérange pas. Alors, pour ça, vous nous avez plus ou moins répondu, peut-être, Jean-François Abraham, mais à quelle échéance est-il prévu de se rendre sur place? On a vu qu'il y avait une demande d'acte, l'un comme l'autre, que ce soit vous, Maître Rado ou Fawal. Évidemment, il y a un travail en amont à faire, des demandes d'acte en attendant. Il y a un travail en amont et puis il y a ce contexte sanitaire. Enfin, vous êtes le mieux placé pour le savoir puisque vous deviez y aller l'année dernière déjà et vous n'avez pas pu en raison enfin, pour les raisons qu'on connaît. Donc, c'est ces deux inconnus-là qui nous empêchent d'avoir un calendrier précis en tête le plus vite possible, on a envie de dire. Mais aujourd'hui, même si on le voulait et que tout était prêt, on ne pourrait pas aller au Japon de toute façon. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. En tout cas, la situation évolue un peu constamment, mais si tout était prêt aujourd'hui, là, on ne pourrait pas y aller. Et le problème sanitaire. Et Jean-François Abgral, alors une dernière, est-ce que dans les enquêtes que vous menez ou que vous avez menées, les réseaux sociaux peuvent être une source importante de renseignements? Bien sûr, bien sûr. Ça marche bien. Ça marche même beaucoup. En plus, dans les réseaux sociaux, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une traçabilité sur la durée. C'est-à-dire que souvent, on a l'historique, on a un tas de choses qui traînent sur les réseaux sociaux qui sont utiles pour resituer justement des situations ou simplement dater des photos, des éléments remarquables, et c'est daté. C'est pour ça que nous c'est vraiment utile. Hein. Ça, on utilise beaucoup. Hein. De toute façon, tous les enquêteurs travaillent avec les réseaux sociaux depuis des années. Vous remettez tout en situation, c'est hyper important. Oui, puis en plus, c'est ce que vous me disiez, c'est-à-dire qu'il y a aussi des réseaux sociaux qui appartiennent au Japon, enfin à l'Asie. C'est pareil que vous allez. Voilà, c'est ça. Donc chacun a les siens. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelqu'un du pays qui au moins vous met ça en ordre et qui vous permet d'avancer. Comment répondre à vos questions? Donc quand on a des gens de chaque côté, comme c'est le cas là maintenant, on avance plus, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des questions qu'on va se poser tout simplement parce qu'on n'a pas la même culture et qui vont nous paraître être des anomalies alors que c'est tout à fait normal pour quelqu'un qui vit au Japon. Et ça, c'est aussi, on va dire que ce sont des petites situations qui peuvent venir nous ralentir ou faire bugger un dossier alors qu'il n'y a pas matière. Et inversement, des fois, eux ne verront pas des choses que nous, on verra et qui feront peut-être faire une passerelle et nous amener à l'étape suivante. Donc, en fait, tout ça, c'est intéressant, mais voilà, il ne faut pas précipiter les choses. Il faut bien comprendre avant de pouvoir vraiment affirmer et pointer des orientations, quoi. Alors, il y a une question, y a-t-il des caméras de surveillance à l'extérieur de l'hôtel? Et si oui, avez-vous pu les visualiser? Non, il n'y a pas de non, on n'en a pas vu. Par contre, ce qui peut être plus intéressant, je vais prolonger la question, ça, peut-être Maître Rado aussi, c'est que ça avait été demandé par le juge d'instruction que les bandes soient envoyées. Hein. Oui. Ça n'a jamais été le cas. Est-ce que ça, c'est une demande qui peut être refaite de toutes les caméras de surveillance? Ça fait partie, bien sûr, des demandes qui sont envisagées parce que on sait, et là je le dis sans aucun préjugé ni arrière-pensée, mais que les Japonais avaient exprimé des difficultés à distinguer des Occidentaux. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut dire sans trop de difficultés. Raison pour laquelle nous, on aurait aimé pouvoir visionner en fait les caméras de surveillance nous-mêmes. Parce que là, ça aurait permis peut-être encore une fois de fermer ou d'ouvrir une porte, je ne sais pas, mais au moins de vérifier par nous-mêmes si Tiffen apparaît à un moment sur ses caméras. Il y a un maillage qui est assez dense de caméras de surveillance sur les sites parce qu'il y a des sites qui sont assez touristiques et protégés. De mémoire, il n'y avait pas de caméras de surveillance à l'extérieur de l'hôtel ou en tout cas ou dans la rue qui était devant l'hôtel. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est à peu près certain. Mais en revanche, il y a des caméras dans les sites touristiques environnants que Tiffen projetait de visiter. Et là, on aurait pu peut-être ou pas, en les visionnant nous-mêmes, aperçu quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire et ça fait partie effectivement des demandes qu'on vise.
Écoutez, parfait. Eh ben, il y a d'autres questions qu'on se permettra de répondre en aparté ensuite. Vous avez répondu à l'essentiel de nos questions. Merci infiniment, Maître Rado et Jean-François Abgral, Avec plaisir. de nous avoir épaulés, d'avoir été là Merci beaucoup. Merci beaucoup. pour cet AG. On avance avec vous, avec plaisir, et voilà, on continue. On a c'est ce que je disais tout à l'heure dans la présentation. On était au fond du gouffre en Désespéré. 2019 parce qu'il n'y avait plus aucune possibilité. Et effectivement, avec vous, Jean-François Abgral, on va pouvoir continuer. Donc un grand merci. Merci d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir posé vos questions. Et je ne sais pas, Cyril, c'est terminé. Je ne sais pas si vous voulez clôturer ou conclure. C'est bien. Ouais, c'est que le temps que je réactive mon micro, merci. Non, je vais arrêter. Il y a d'autres questions, mais là maintenant, de toute façon, le temps tourne, ça fait beaucoup ça fait long, surtout en ligne. Donc, on va libérer tout le monde. Et puis, on espère que ça vous a intéressé et que vous avez mieux compris la situation. Et voilà. Et on essaiera de diffuser des extraits ensuite en ligne plus tard pour ceux qui n'ont pas été là. Merci à tous d'avoir suivi la réunion. Mais je vous laisse clôturer, maman et Damien, si vous voulez. Au revoir, bonne soirée. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître. Merci infiniment. À bientôt. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Maître. Au revoir. Merci infiniment. Voilà, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez mes coordonnées. Même les adhérents, vous pouvez. J'ai un site internet, c'est mon nom, abgral.info. Pas très compliqué. Très bien. Donc, des questions qu'ils n'ont peut-être pas osé vous poser ou qu'ils aimeraient ou à laquelle ils vont réfléchir, ils peuvent vous les poser sur votre site. Bien sûr. Très bien. Écoutez, je pense que tous nos adhérents et soutiens ont entendu cette proposition et qui. Abgral.info, c'est pas dur. De toute façon, sinon vous tapez. Abgral.info. Sur Internet. Et puis, voilà, j'ai un petit encart avec la photo de Tiffen pour dire qu'on travaille déjà avec des numéros de téléphone de l'APJ, du cabinet d'avocats d'Antoine V et son équipe. D'accord, très bien. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser des messages. Donc tout ça, c'est déjà en place depuis le mois de décembre, quand on s'est rencontrés. Et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas en direct ou par mail ou voilà, comme vous voulez. C'est open. Merci beaucoup à vous. D'échanger et essayer d'avancer. Donc, un grand merci Jean-François, puis merci à vous tous et n'oubliez pas d'adhérer et de nous rejoindre. À très bientôt. Au revoir.